Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour cette discussion qui va nous plonger au cœur de la forêt de Chambord et de ses enjeux face au changement climatique sous un prisme bien précis, à savoir comment le marché carbone volontaire permet de participer à aider cette forêt à s'adapter au changement climatique. Donc aujourd'hui, la forêt du domaine de Chambord, comme toutes les forêts ou presque, on pourra peut-être revenir là-dessus avec Mathieu, et comme tant d'autres écosystèmes, doit s'adapter à un climat en mutation et en mutation rapide et faire face à des défis sans précédent en raison de tous ces changements. Donc cette adaptation nécessite non seulement des actions concrètes, mais aussi des financements innovants pour pouvoir mettre en marche ces actions. Et c'est ici qu'entre en jeu le marché carbone volontaire qui permet de valoriser le rôle des forêts dans la séquestration du carbone et la préservation de la biodiversité et de l'eau, on y reviendra, tout en répondant aux enjeux de certaines entreprises. On va le voir aussi juste après. On va donc explorer ensemble la manière dont ce dispositif novateur a été mis en œuvre dans la forêt de Chambord, comment il s'articule avec les besoins écologiques et économiques de chacun des acteurs présents, pour in fine participer à la préservation de ce joyau naturel, patrimoine unique en Europe, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous avons le plaisir d'accueillir 3 experts qui ont uni leurs forces pour mettre en place ce projet. Cécile Saint-Venant, qui est directrice générale déléguée au développement du domaine national de Chambord. Catherine Albvax, directrice RSE chez EDF DPNT, partenaire exclusif du projet qu'on va présenter, et Mathieu Delesseux, qui est le fondateur et coprésident de la Belle Forêt. Bienvenue à tous les 3. On va maintenant explorer un peu les enjeux et la fameuse solution qui a été mise en place pour participer à la préservation de cette forêt de Chambord. Pour commencer, je vous propose un rapide tour de table simplement pour que vous expliquiez votre rôle au sein de ce projet avant de rentrer ensuite plus en détail avec chacun d'entre vous sur le projet à proprement dit. Cécilie, est-ce que vous pourriez nous parler de votre mission au sein du domaine national de Chambord et de votre implication dans la gestion de la forêt en particulier ? Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, je suis Cécile Saint-Venant, je travaille à Chambord depuis un peu plus de 10 ans et j'ai des fonctions qui ont changé il y a quelques semaines. Mais le projet qu'on travaille avec la Belle Forêt depuis plusieurs années, c'est un projet dans lequel je suis impliquée avec mes collègues. C'est un projet collectif puisqu'on a plusieurs directions qui sont associées. Évidemment, la direction qui est en charge de la forêt, celle qui s'occupe de l'avenir de Chambord, la communication, la partie finance aussi. Donc c'est un projet qui a vraiment mobilisé l'essentiel des équipes de Chambord. Et pour mes missions au sein du domaine de Chambord, je m'occupe de quelques éléments, notamment la communication, tout ce qui a trait au développement des ressources financières d'un lieu comme Chambord, puisqu'on est un domaine d'État, mais on a une caractéristique, c'est qu'on est un établissement public industriel et commercial, et à ce titre, on a des missions commerciales, et donc on a un autofinancement qui est pas loin d'atteindre les 95%. Donc on est quasiment autofinancé, et on essaie de développer un nouveau modèle financier, économique, grâce à nos visiteurs notamment à Chambord. Donc je m'occupe de ce déploiement. Merci beaucoup. Catherine, quel est votre rôle déjà au sein d'EDF et votre implication dans ce projet plus particulièrement ? Alors moi, je suis la directrice RSE, donc responsabilité sociale et environnementale de la direction de la production nucléaire et thermique. Et moi, mon rôle principal, c'est de durer et de permettre que nous continuions à produire de l'électricité décarbonée le plus longtemps possible. Et dans mes missions, j'ai un énorme travail sur l'adaptation au dérèglement climatique et aussi à la neutralité carbone. Et pour nous, dérèglement climatique et neutralité carbone, ça passe obligatoirement, ça peut paraître un peu étrange, par la préservation des forêts, et on y est très attaché, parce que notre métier dépend de l'eau. Et si on veut de l'eau, il faut qu'on préserve les zones humides, il faut qu'on préserve tous les territoires qui permettent de capter l'eau. Donc on a ce premier projet avec Chambord. Alors pourquoi Chambord ? Eh bien, d'abord parce que Chambord, c'est Chambord. Et puis ça peut paraître simpliste, mais c'est pas neutre. C'est une forêt emblématique. Et puis nous avons une centrale nucléaire, qui est la centrale de Saint-Laurent, qui est en bordure. Et donc pour nous, c'était très important d'avoir un premier projet qui puisse démontrer que même si l'énergie nucléaire produit très peu de carbone, avec 4 grammes de CO2
au kilowattheure. Néanmoins, on produit 4 grammes de CO2. Et grâce au projet qu'on a développé avec Chambord, on tend bien sûr vers la neutralité carbone de la centrale de Saint-Laurent. Ça, c'est important pour nous. Et ce premier projet forêt nous donne envie d'en faire d'autres. Mais toujours avec une forte implication sur l'eau et la biodiversité. Merci beaucoup. Et Mathieu, on va revenir en détail sur la méthodologie et le projet, bien sûr. Mais déjà, tout simplement, qu'est-ce que la Belle Forêt ? Voilà, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Mathieu Delesseux. Je suis fondateur et coprésident de la Belle Forêt, que j'ai fondé avec mon associé préféré. Je dis ça parce qu'il est là. J'ai d'autres associés, mais comme il n'y en a qu'un qui est là, donc voilà, qui s'appelle Philippe Gourmain, qui est là et qui est expert forestier. Voilà, on a fondé cette entreprise tous les deux il y a maintenant un peu plus de 3 ans. On est une quinzaine de personnes et on s'est réveillés un matin tous les deux en se disant mais la forêt française se fait bousculer considérablement par les changements climatiques. Et il faut qu'on essaie de l'aider. Voilà, et on a trouvé une méthodologie, donc on a appliqué à Chambord et puis à plein d'autres forêts maintenant, qui consiste en réalité à valoriser le carbone, la biodiversité et la préservation de l'eau dans les forêts en France et d'essayer de proposer tout ça à des entreprises comme EDF. Voilà, donc on a créé cette société il y a 3 ans, on a inventé cette méthode qui n'existait pas. On n'est pas du tout sur la plantation d'arbres, vous l'avez compris, mais sur la préservation des forêts existantes. Donc on est vraiment sur la préservation de l'amont. Et c'est dans l'amont qu'on va retrouver le plus la biodiversité la plus riche et la possibilité de préserver les ressources en eau. Voilà, et on travaille aujourd'hui on est très fiers de ça, on travaille pour à peu près 115 propriétaires forestiers. Donc Chambord est un parmi les 115, mais c'est évidemment le plus beau et le plus emblématique. Voilà, et on couvre d'ores et déjà dans notre modèle qui tend à préserver les forêts françaises 45 000 hectares. Voilà, ça fait 450 km². Voilà, et ça veut dire qu'on fait ça depuis 2 ans, ça veut dire qu'on a à peu près 60 hectares tous les jours de forêt qui rejoignent la Belle Forêt, samedi, dimanche inclus. Voilà, donc je frime un peu, hein, mais on est vachement fiers. Voilà. Merci beaucoup. Donc on a rapidement compris qu'il y avait tout un éventail d'enjeux pour chacun d'entre vous face au changement climatique, et donc sur lesquels il va être important de revenir et de comprendre le pont qui s'est créé entre ces 3 organisations. Cécilie, on va peut-être retourner dans la forêt de Chambord. Donc si on sait tous ce qu'est Chambord, on a peut-être une idée moins précise de sa forêt, en tout cas de comment va cette forêt. On sait que c'est un patrimoine exceptionnel d'une très grande richesse, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu une photographie de cette forêt, ses caractéristiques uniques, et revenir un peu plus en détail sur les enjeux majeurs auxquels elle est aujourd'hui confrontée ? Je vais essayer de répondre à tout ça. Alors effectivement, quand on pense à Chambord, on pense patrimoine, on pense pierre, on pense François Ier, on pense Renaissance, mais tout le monde ne pense pas à la forêt, à la biodiversité. Or, il se trouve que dès les fondations de Chambord, donc en 1518, premier plan, 1519, début de la construction, François Ier projette, autour du château qu'il entreprend de construire, de constituer un parc clos. Il a eu des exemples comme cela à Milan, en Espagne aussi. Donc c'est un exemple de parc clos qu'il envisage dès le départ. Donc il y a une notion vraiment très importante de correspondance entre le projet patrimonial au niveau culturel, au niveau pierre, et le projet naturel. Et dès 1523, on a déjà 2500 hectares qui ont été âprement négociés avec des propriétaires locaux, les voisins, etc. Et François Ier entreprend ça, commence à clore le mur, donc on a les premières maçonneries, donc c'est très important de le rappeler, c'est parce que vous allez voir qu'après, on a donc 500 ans d'histoire avec un rapport très particulier à la présence humaine. Donc jusque 2 siècles après, parce que c'est Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIV, qui clôt le mur de Chambord dans les proportions qu'on connaît actuellement, donc 5440 hectares, avec 32 km de mur. Donc le mur est en place depuis 1643. Et 32 km de mur, c'est à peu près la longueur du boulevard des Maréchaux. Donc ça vous donne une idée de l'emprise de Chambord. C'est à peu près l'emprise de Paris intramuros. Comme ça, on se représente mieux. Bon, on a 5 portes. Pas la porte Maillot, la porte de Vincennes, mais c'est quand même à peu près ça. Parce qu'on traverse le parc en entrant par des portes comme celle-là. Et il se trouve que depuis 500 ans, le parc est fermé au public. Il y a une réserve de chasse et de faune sauvage depuis 1947, mais la présence de l'homme est extrêmement mesurée et contrôlée. Donc on se trouve face à une forêt qui n'est pas une forêt primitive, mais qui est une forêt travaillée par l'homme, vraiment avec un accompagnement, une présence de l'homme importante en termes de plantation, de gestion du bois, etc. Mais avec 1000 hectares qui sont ouverts au public et la présence
on comprend aujourd'hui, et vous le savez bien, on va plutôt visiter le château que la forêt, donc la présence de l'homme est très mesurée encore, même dans les 1000 hectares ouverts à la visite. Mais les 4400 hectares restants sont totalement préservés de la présence humaine, à part les gardes forestiers qui sont une quinzaine, et les visiteurs qui vont accompagner dans un véhicule. Ils ne sortent pas du véhicule de façon qui sont quelques milliers par an. Et donc on se retrouve face à une sorte d'îlot de biodiversité avec un environnement, notamment au titre des rapaces, des oiseaux, une richesse très particulière. Donc on pourrait se dire, on est face à un îlot préservé. Or, pas du tout. La forêt de Chambord se retrouve confrontée aux mêmes enjeux de dépérissement de certaines espèces, notamment le pin sylvestre, mais les chênes sessiles aussi. Donc on se rend compte que la forêt de Chambord ne va pas bien, malgré la préservation qui a été mise en place avec son histoire. Il se trouve qu'elle est aussi classée au titre des monuments historiques. Même les arbres sont classés à Chambord depuis 1840, la première liste des monuments historiques de Prosper Mérimée. Mais donc malgré tous ces cadres, tous ces labels de protection, Natura 2000, SNIEF, etc., il se trouve que la confrontation au dérèglement climatique est la même qu'ailleurs. Donc là, effectivement, il y a une prise de conscience depuis quelques années de constater ce dépérissement accéléré de la forêt. On est en Sologne, on est sur des territoires sableux, donc les arbres sont anciens mais sont fragiles. Et depuis quelques années, depuis je dirais à peu près une dizaine d'années, il y a une opération de diversification de travail de la forêt en se disant qu'on ne va pas seulement faire de la coupe de bois, mais essayer de s'adosser à une filière bois française qui manque de dynamisme. Donc on a essayé de fabriquer des tonneaux en fût de chêne, on a récolté de l'eau de bouleau pour essayer de valoriser le bouleau, tout ça pour essayer de trouver vraiment des nouvelles ressources et d'être dans une forme d'expérimentation et d'innovation sur le thème de la forêt. Et puis est arrivé le sujet du carbone et la belle rencontre avec la belle forêt, qui nous a permis, au terme d'un marché public européen, de sélectionner ce partenaire et de découvrir une nouvelle opportunité qui a trait à plusieurs choses qu'on va détailler après, mais qui sont très intéressantes à deux titres. D'abord, c'est une nouvelle gestion de la forêt, donc c'est-à-dire de nouvelles ressources, parce que évidemment, on a trouvé de nouveaux partenaires, évidemment EDF, mais aussi un accompagnement, une sorte d'acculturation des gestionnaires de la forêt de Chambord pour apprendre de nouvelles façons de gérer la forêt, avec un certain nombre d'engagements très forts qui impliquent une petite révolution pour espérer la renaissance de la forêt, sans vouloir faire trop d'emphase, mais c'est quand même l'idée, c'est de se dire que chacun est amené à changer ses habitudes et à s'adapter, adapter son travail au quotidien. C'est des exemples très simples que Mathieu pourra détailler, mais qui sont en même temps complexes à appliquer pour travailler différemment la forêt, pour, sur 811 hectares qui ont été sélectionnés, s'engager pendant 30 ans à ne pas faire de coupe de bois et à préserver cette biodiversité qui est déjà exceptionnelle parce que la présence de l'homme, comme je vous l'ai dit, est mesurée. Donc on observe vraiment des choses uniques en France, mais si on veut les préserver et accompagner, en tout cas ralentir ce dépérissement, l'accompagnement de la belle forêt et de partenaires comme EDF est vraiment majeur et nous lance vers une autre vision de la forêt. Merci beaucoup. Justement, pour essayer de comprendre un peu plus le lien avec EDF, quels sont, du côté d'EDF, les enjeux sur les sujets de protection de la biodiversité, des ressources de manière générale, et puis revenir aussi sur les enjeux d'empreinte carbone et de contribution à l'atteinte de la neutralité carbone. Est-ce que vous avez aussi quelques chiffres, quelques perspectives à nous donner et qu'on comprenne bien en quoi ce rapprochement avec Chambord vous a semblé pertinent ? Alors des chiffres pas vraiment, parce qu'on peut parler de milliers de tonnes de carbone sans que ça représente quelque chose. Pourquoi Chambord ? D'abord Chambord parce que Saint-Laurent. Donc effectivement, nous avons une centrale, nous partageons donc nous sommes voisins, nous partageons des problématiques territoriales communes, nous avons un territoire commun, nous avons la Loire en commun aussi, avec toute la dynamique autour de la Loire. Et pour nous, et ça on le répète et on espère qu'on va pouvoir faire développer d'autres projets. Pour nous, l'eau est l'enjeu majeur de notre pérennité. On est une entreprise, on est une entreprise publique, on est là pour durer, on est une entreprise de temps long. Le nucléaire, c'est un siècle. Entre le moment où on décide de construire une centrale et le moment où on décide de la démanteler, c'est à peu près un siècle. Donc c'est moins bien que Chambord, mais c'est quand même c'est moins joli aussi, d'accord. Mais
C'est différent. Voilà. Mais on est une entreprise de temps long, donc évidemment, on s'intéresse aux problématiques de temps long. L'autre sujet, c'est que pour réussir l'adaptation des règlements climatiques, il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde. Et la forêt, c'est quelque chose qui parle aux gens. Et je ne devrais pas dire ça dans une assemblée aussi docte, mais le discours scientifique aujourd'hui, il est inaudible. D'abord, ça fait très très peur, parce qu'en gros, je pourrais vous annoncer la fin du monde. Sympa. Je pourrais vous dire, écoutez, on a fêté les 500 ans de Chambord, il y a peu de chances qu'on fête les 1000 ans, parti comme on est. C'est super sexy. Hein. Vous lisez le rapport du WWF aussi aujourd'hui qui vous dit que 75% de la biodiversité a disparu. Ok, bon, on sort de là, on n'est pas vraiment. Nous, on est convaincus qu'il faut donner envie aux gens de se dire, ok, on va pas bien, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour ça, il faut leur parler les choses. Et la forêt, ça parle. Et donc, il faut absolument qu'on aide les forêts. Elles vont pas bien. Et je suis ravi de voir l'Office national des forêts dans la salle. Et oui, et vous faites un boulot incroyable. Et on va essayer de faire des choses avec vous maintenant parce qu'il faut avancer. On a fait Chambord, on a travaillé avec la Belle Forêt, on va continuer avec d'autres partenaires. La forêt, on y croit. On y croit pour deux raisons. D'abord parce qu'on en a besoin et que la forêt et la biodiversité, c'est à la fois moins de carbone et plus de carbone. C'est plus de carbone stocké, donc et pour ça, on a besoin de la biodiversité, donc on veut des choses importantes. C'est pour ça qu'on y croit. On tend à la neutralité carbone, on l'a tous écrit. C'est pas simple. Scope 1, Scope 2, tout va bien. Scope 3, moi, la Terre, le ciel m'abandonne. Hein. Donc là, elle commence à se dire waouh, comment on fait si on ne veut pas raconter des trucs idiots. Voilà, donc tout ça. Alors nous, on se dit, avant de se poser toutes ces questions, on va agir à notre niveau. On est très sensible à la biodiversité, on est très sensible aussi à la dynamique. Par exemple, pour nous, ce qui nous intéresse sur un chêne, eh bien, c'est qu'il est incroyablement dynamique et génétiquement passionnant. Donc ça nous intéresse aussi pour nous, même si on est plutôt des physiciens dans la maison. Voilà, on a quand même, on s'intéresse aussi à ça. Et puis, je vous en ai parlé, l'eau est un enjeu majeur. Tout notre business dépend de l'eau. Donc il faut semer l'eau. Et nous, ce qu'on aimerait faire avec Chambord, et puis demain peut-être avec l'ONF et d'autres partenaires qui ont envie sur des forêts emblématiques, nous, on est convaincus, il faut semer l'eau. Il faut se débrouiller pour que l'eau aille dans les nappes. Alors vous allez me dire, cette année, oui, d'accord, ok, surtout pour ceux qui étaient hier à Paris. Il y a des petits malins à l'Assemblée nationale, ils ont dit c'est super, depuis que François Hollande est député, il pleut même dans l'Assemblée. C'est pas faux, hein, vous étiez inondés hier soir. Bon. Mais c'est intéressant parce que le dérèglement climatique, c'est ça. C'est à la fois énormément d'eau, donc il faut se reposer la question des stockages, et il n'y a quand même pas mieux qu'un milieu humide pour stocker de l'eau, et surtout s'il est en bonne santé, si biologiquement il est en bonne santé. Une tourbière, c'est quand même super bien pour stocker de l'eau. Et puis, il y a des années, on ne va pas en avoir beaucoup, donc il va falloir que les nappes soient en bon état pour se dire que ça fonctionne. Donc pour nous, c'est structurant. Et puis, au-delà de ça, ce que nous, on dit aujourd'hui, grâce à Chambord, pour essayer de faire comprendre aux gens l'importance d'y aller avec des petits gestes, mais aussi des grands gestes, c'est que François Ier a rêvé d'Italie, mais en 2050, l'Italie est à Chambord. Chambord, c'est la Toscane en 2050. C'est joli, la Toscane, hein, mais c'est différent. Voilà. Et ça, il faut y aller. Merci beaucoup. Donc, il faut semer l'eau, il faut stocker le carbone. Mathieu, comment on fait? En gros, déjà, vous voyez la chance que j'ai eue de rencontrer Catherine Advars un jour, voilà, parce que franchement, voilà. Et pour tout vous dire, on est allé au rendez-vous, Philippe qui est là, donc, et Paulina qui travaille avec nous, tous les trois, il y a à peine un peu plus d'un an. Et on a eu ce rendez-vous, voilà. Et puis moi, j'y suis allé bêtement, hein, c'est vraiment de ma faute, en me disant EDF, génial, entreprise patrimoniale, incroyable, etc. On ne se connaissait pas avec Catherine. Mais dans le métro, je me dis, mais le lien avec EDF et la forêt, je ne vois pas, parce que je n'avais pas entendu ce discours. Et on se pointe dans la réunion, Catherine était un peu en retard, elle arrive et dit « Ah, bon !» Très direct comme ça. « Je suis contente de vous rencontrer. Bon, alors, c'est facile, hein, s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'eau. Allez, asseyez-vous. » Voilà, et le rendez-vous a démarré comme ça, donc c'était assez formidable. Voilà, donc merci encore Catherine et merci Chambord, bien sûr. La méthode, elle est assez simple. En réalité, nous, on est allé sur une méthode, je vous l'ai dit tout à l'heure, de conservation de peuplement forestier existant. Donc nous, on travaille sur l'amont, on conserve l'amont. Vous savez, on dit souvent en forêt, quand on plante, c'est qu'on s'est planté. Donc on n'a rien contre l'idée de planter des arbres. Il va falloir de toute façon réintroduire des nouvelles essences adaptées au changement climatique. Il faut le faire. En tout cas, nous, on a pris le parti. Quand on crée une entreprise, on prend un parti. On a pris le parti d'essayer de conserver l'amont, donc les forêts, les peuplements forestiers existants. Et il y a deux compartiments, je simplifie un peu, le carbone et la biodiversité. Sur la partie carbone, en réalité, quand on rentre dans une propriété forestière, qu'elle soit donc publique à Chambord ou privée, on regarde les peuplements forestiers que va couper le propriétaire. Donc Chambord, il y a un plan d'aménagement, un super plan d'aménagement qui a été fait par l'ONF d'ailleurs. Donc on a regardé le plan d'aménagement, on a vu les coupes qui étaient prévues sur 30 ans à Chambord,
il y avait un peu plus de 900 hectares. Et on a dit à Chambord, voilà, si vous prenez un engagement de conservation d'une partie de ces coupes, c'est-à-dire si vous renoncez à une partie de ces coupes sur 30 ans, c'est-à-dire si vous ne coupez pas le bois, pour parler très clairement, eh bien, par la loi et par les règles du marché carbone volontaire, on va générer une additionnalité climat, c'est-à-dire qu'on va faire du bien au climat, parce qu'on va rejeter beaucoup moins de carbone dans l'atmosphère et on va continuer à en séquestrer en forêt. Et grâce à cette additionnalité, on va générer des crédits carbone. Voilà. Donc ça, c'est la partie carbone. Donc Chambord a pris un engagement qui n'est pas rien. Et les 114 autres propriétaires forestiers qui font partie de la Belle Forêt, je peux vous dire que ce n'est pas rien comme engagement, puisque l'engagement que vous prenez, c'est que pendant les 30 ans ou les 20 ans qui viennent, vous renoncez à couper les bois que vous envisagez de couper. Voilà. Donc Chambord a fait ça, et du coup, on a préservé, techniquement, 811 hectares de forêt qui allaient être coupés sur les 30 ans qui viennent, et donc qui ne seront pas coupés, c'est-à-dire que tous les bois vont rester à Chambord. Évidemment, on ne prend... Alors c'est 811 hectares sur 4300, il n'était pas question de couper l'intégralité de la forêt dans les 30 ans, bien sûr. Et puis par ailleurs, nous, à la Belle Forêt, on fait très attention, je ne vais pas vous emmerder avec l'histoire de calcul, mais on ne prend que les peuplements forestiers en bonne santé, dont on sait, nous, on est certain, c'est pour ça que je me suis associé avec un expert forestier, on a tout un tas d'ingénieurs à la Belle Forêt, dont on sait qu'ils vont tenir les 30 ans. Voilà, sauf évidemment tempête, etc. Mais enfin, tout ça est couvert par des systèmes d'assurance. Donc Chambord s'est engagé à renoncer à couper 811 hectares de forêt. Donc ça nous a permis de générer ces fameux crédits carbone. Et on en a mis, donc on a commercialisé 18 075 tonnes de CO2 équivalent, ou 18 075 crédits carbone, ou 18 075 unités de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est la même chose. Voilà, sur 5 ans, et que donc EDF a acheté en exclusivité. Ça, c'est sur la partie carbone. Donc tout ce carbone qui aurait été rejeté dans l'atmosphère par des coupes de bois, alors plus ou moins vite, plus ou moins bien, enfin peu importe, eh bien, dans les 30 ans qui viennent, il va rester à Chambord et les arbres vont continuer à pousser et à séquestrer du carbone par la photosynthèse. Sur la partie biodiversité, on s'est dit au début, on va faire fausse route si on essaie de mesurer les niveaux de biodiversité. Le nombre de, je sais pas quoi, de chauves-souris, le nombre d'oiseaux, le nombre de ceci, le nombre de cela. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que notre modèle soit vérifiable et certifiable. Donc tout ce qu'on fait en forêt, à Chambord ou ailleurs, est vérifié par EcoCert sur le terrain. Après nous, ils vérifient nos mesures. Et tout ça est certifié par Bureau Veritas. Et on voulait que la biodiversité soit aussi vérifiable et certifiable pour lui donner de la valeur vis-à-vis des entreprises, pour que ce soit une mesure réelle. Et donc on a eu l'idée, non pas de mesurer les niveaux de biodiversité, mais de mesurer les actions que prend le propriétaire forestier ou son gestionnaire pour la biodiversité. Donc on a monté une grille, une trentaine de critères, voilà, avec des critères qui sont visibles à l'œil nu par vous, par moi, par n'importe qui. Et on va noter chacun de ces critères de 0 à 3, et ça va donner une moyenne, une note moyenne, une évaluation moyenne à la forêt. Et c'est cette moyenne qui va donner la valeur du crédit carbone. Donc c'est vraiment la biodiversité qui impacte la valeur du crédit carbone. Voilà. Donc la note à Chambord, je ne l'ai plus en tête, peu importe. Mais voilà. Et donc, par exemple, sur un critère qu'on cite toujours qui est évident, c'est la quantité de bois mort. La quantité de bois mort en forêt, c'est très important pour la biodiversité. Et en forêt, il y en a très peu du bois mort, parce que les propriétaires n'aiment pas ça, pour des histoires d'assurance ou parce que c'est pas joli ou je sais pas quoi. Les gestionnaires forestiers, ils sont pas là pour produire du bois mort, évidemment, ils sont là pour produire du bois vivant, donc ils n'aiment pas ça non plus. Et puis, si par hasard il en reste, il y a toujours un gars du coin qui vient le chercher pour faire du bois de chauffage, donc il y a très peu de bois mort en forêt. Surtout en forêt privée. Il y en a plus en forêt publique, mais en forêt privée, il y en a très peu. Et vous savez que vous avez 20 à 30% de la biodiversité qui vit grâce au bois mort en forêt. Bois mort sur pied, c'est des arbres habitats dans lesquels il y a tout un tas d'oiseaux et d'insectes qui vivent. Et puis quand il est au sol, il y a tout un tas d'autres d'insectes qui vivent, qui nourrissent les oiseaux, et puis ça se dégénère, ça nourrit les sols, et surtout, ça garde de l'eau, du bois mort. Et l'eau, ça intéresse EDF, ça intéresse Chambord, ça intéresse la Belle Forêt. Donc voilà, c'est très très vertueux. Donc voilà, c'est un critère bois mort. Il y en a eu au début de la Belle Forêt 80 critères, maintenant il y en a 20. On a simplifié un peu les choses. On note chacun de ces critères de 0 à 3, ça donne une moyenne et c'est ce qui nous permet de valoriser le crédit carbone. Voilà. Et donc sur Chambord, donc, je vous l'ai dit, on a produit une quantité de crédit carbone que j'ai oublié maintenant. En tout cas, sur le marché, on en a mis 18 000 tonnes sur le marché qu'on a proposé à la vente et c'est donc EDF qui a été l'acheteur exclusif. Et je finirai juste là-dessus, sans le marché carbone, sans les crédits carbone, qui sont très critiqués aujourd'hui, on le sait, hein, tout ça on l'a parfaitement en tête, on n'aurait pas pu aider la forêt de Chambord et les 45 000 autres hectares qu'on est en train d'aider, de préserver et d'adapter au changement climatique. Donc moi je le dis ici haut et fort, vive le marché carbone, vive les crédits carbone, il faut absolument qu'on avance sur tous ces sujets-là.
Merci beaucoup. Donc là, on a compris qu'il y avait un certain nombre de critères qui allaient permettre aussi de mettre en marche un certain nombre d'actions sur le terrain. Catherine, peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'actions que vous aidez à financer pour faire que cette forêt de Chambord, peut-être, on l'espère, fêtera quand même ses 1000 ans? Alors, nous, on fait confiance. Alors, déjà, mais on ne fait pas confiance comme ça. On a toute une équipe, on a même créé un comité scientifique qui nous accompagne, parce que vous êtes tous dans la salle convaincus comme moi qu'il y a beaucoup de débats autour de la compensation carbone. Alors si on pouvait l'éviter, honnêtement, on en serait ravis. Mais alors si quelqu'un a une solution pour produire de l'électricité sans émettre de carbone, je pense qu'il est au-delà de Nobel. Voilà, donc c'est comme ça, on a une empreinte, elle n'est pas bonne, et on doit tout faire pour la limiter. Après, arrive le débat de comment on limite, mais pour nous, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est l'urgence. Donc aujourd'hui, on essaye tout. On a un conseil scientifique très casse-pied, d'ailleurs Mathieu peut en témoigner, qui dit « Ah non, c'est pas tout à fait ça ». Bon. Donc on fait des choses, on les explique, elles sont transparentes, elles sont auditables, et comme toute chose auditable, critiquable. Pour autant, honnêtement, je m'en fiche, pourvu qu'on fasse des choses. Et qu'on avance, parce que la forêt va pas bien, l'eau va pas bien, et nous, on a besoin de durée. Donc, on y va. On teste beaucoup de choses. On signe dans les jours qui viennent avec la Fédération des conservatoires des espaces naturels la sauvegarde et l'intervention sur des tourbières des Vosges. Ça a été long parce qu'il y a eu le débat sur le label bas carbone. Enfin bref. On y va et on espère qu'on va sauver les tourbières des Vosges. Alors, elles sont un peu moins mal qu'en 2022. Mais elles ne sont quand même pas globales. On a un projet qui commence à se mettre en place avec la société forestière dans les Ardennes. Vous savez qu'on est très attaché aux Ardennes parce qu'on a la centrale de Chaux. La centrale de Chaux, pour ceux qui la connaissent, c'est comme la petite maison dans la prairie, mais c'est la très belle centrale au milieu de la forêt. Et quand on rentre dans le bureau de la directrice d'unité, on voit la forêt en train de mourir parce qu'il y a des épicéas, il y a des scolites, il y a machin et tout. Et derrière, nous, on a une petite alerte qui commence à clignoter qui est incendie. Et on n'aime pas tellement ça, pour tout vous dire. Voilà, donc c'est des sujets qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas regardé. Mais aujourd'hui, on y va. Et puis, quand on a commencé à parler au début, il y a encore, je raconte pas ça, mais il y a 3 ans encore, quand je suis arrivé, on m'a dit « Oh là là, on a embauché une dangereuse écologiste ». Ok, d'accord, ça commence bien. Voilà, donc, et on disait il faut s'occuper de la forêt et autres. Je sentais bien que mes collègues n'étaient pas... Maintenant, ils sont tous convaincus, ce qui est quand même une très belle performance. Et, par exemple, à Chaux, on avait un ancien tunnel. On est en train de se dire, peut-être qu'il y a des chauves-souris. On démarre une opération chauve-souris. On a une opération avec la LPO. On a des faucons sur les aéros. On a mis une caméra pour les suivre. Ils sont tous baptisés. Alors, quand Cédric est tombé, il a fallu emmener Cédric à l'hôpital parce que Cédric était tombé du nid. Voilà, enfin, bref, c'est peu de choses, mais ça veut dire que tout le monde fait attention. Et le taux d'engagement, même pour des jardins individuels des salariés de Chaux, a passé de à peu près 2% à plus de 40%. Et maintenant, on accueille les écoles et les salariés sont là. Et on pense que d'ici quelques années, avec les jeunes, on aura plus de 70% de gens qui, rien que sur leur jardin, se posent les bonnes questions. Parce qu'au lieu d'avoir une espèce de tondu, là, machin, où il n'y a rien qui survit, là, tout le monde fait attention. Ils sont tous sensibles aux îlots de biodiversité. On a fait plein de trucs. On a des petites vaches qui pâturent. Et maintenant, on va essayer de remettre en eau des anciens marécages. Donc, on fait plein de choses petites, mais on y croit. Et maintenant, avec la forêt, parce qu'on n'est pas des grands propriétaires forestiers, on en a un tout petit peu, mais surtout concédés, on veut faire des choses sur les forêts emblématiques pour pouvoir en parler aux gens. Il faut que les gens, au-delà de rêver du mythe de la forêt, se disent non seulement il faut y aller, et il faut qu'on la protège. C'est pour ça qu'on a fait Chambord. Chambord, c'est un magnifique sujet pour en parler. Mais il y a des forêts emblématiques sublimes. Tous mes collègues du Sud me parlent de la forêt de la Sainte-Victoire et des hêtres exceptionnels de la Sainte-Victoire. On nous parle de Fontainebleau. Voilà. Donc, on ne pourra pas tout faire parce qu'on aimerait, si on pouvait tout faire. Mais on ne pourra pas. Mais néanmoins, on veut en faire un certain nombre. Mais par contre, on a besoin de quelque chose. Parce que le mécénat est une chose. Mais ça ne suffira pas. Et on a besoin de mettre des choses en face. Alors, c'est des crédits carbone, on peut les appeler comme on veut, mais il faut que ce soit auditable, mesurable, et demain qu'on puisse les défendre. Merci beaucoup. On ne l'a pas dit un peu plus tôt, on aurait peut-être dû, mais ça fait donc déjà 1 an que ce projet existe. Cécilie, est-ce que, avec cette année écoulée, vous avez déjà un petit retour d'expérience, constaté des évolutions? On l'a vu donc dans les mentalités, c'est déjà très important, mais même physiquement, enfin sur le terrain, est-ce que ces 800 hectares, il y a déjà des choses qui se passent?
Alors le changement de mentalité, oui, déjà, comme je le disais, comme Catherine, c'est déjà le cas chez nous, c'est très important. Sur les 811 hectares, je laisserai Mathieu en parler, parce que je ne suis pas allée voir les 811 hectares. Mais ce qui est certain, c'est que le changement est majeur aussi en termes de... Ce que Catherine vient de parler de mécénat, nous, on a des grandes opérations de mécénat à Chambord, on a un domaine public, donc on fait du mécénat. Là, ce qui est intéressant, comme le dit Catherine, c'est que c'est pas du mécénat. Et donc, en l'occurrence, nous, ça nous permet aussi de financer d'autres opérations, notamment sur la gestion de l'eau à Chambord. On est en train de travailler sur le Cosson. Chambord a été inondé il y a quelques années. Aujourd'hui, l'aile François Ier n'est pas bien à cause du système des douves avec l'eau qui pousse sur les structures du château. Donc il y a le ménagement des cours d'eau, la gestion de tout ce qui est hydraulique à Chambord qui passe par les marais, les étangs, les zones humides, les canaux, les rivières. Pour aller jusqu'à la Loire, c'est un sujet très important. Et le fait de dégager de nouvelles ressources financières permet de s'intéresser à des sujets qui ne pouvaient pas être financés précédemment, de renaturation du Cosson, etc., etc. Donc c'est tout l'intérêt. Et puis on fait aussi de la plantation, un petit peu quand même, parce qu'on ne coupe pas sur 800 hectares, on coupe un peu à côté, et on plante. Et là, la semaine dernière, les agents m'ont dit qu'ils avaient fait des expérimentations en plantation avec du tulipier de Virginie, du cyprès, du Sahara. Voilà, on expérimente des plantations dont on espère qu'elles vont mieux résister au dérèglement climatique. Donc toute cette perspective, avec un partenaire aussi important et solide qu'EDF, permet de financer une démarche globale de préservation de la forêt. Je laisse la parole à Mathieu sur les 811 hectares. Alors, ce n'est pas les 811 hectares, pardon, je n'ai pas été clair, mais les 811 hectares, c'est les peuplements forestiers qu'on va conserver pendant 30 ans pour générer les crédits carbone. Mais par contre, les actions pour la biodiversité et pour l'eau, c'est sur l'intégralité de la forêt. Oui, elle ne s'applique pas qu'aux 811 hectares, évidemment. J'espère que c'était clair pour tout le monde. On n'a pas dit on fait un petit truc où on s'occupe bien de la forêt, puis le reste, on continue à faire n'importe quoi. Donc voilà, on a audité, parce qu'on audite la forêt de Chambord, donc on y a passé 6 mois, je crois, assez géniaux d'ailleurs, à découvrir cette forêt qui est absolument incroyable. Donc on a tout mesuré pour mesurer la quantité de crédit carbone, mais aussi les actions prises pour la biodiversité, pour la préservation de l'eau sur l'intégralité du massif forestier. Voilà, tout ça a été donc vérifié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par EcoCert et certifié par Bureau Veritas. Et puis il y a eu un premier comité de pilotage il y a maintenant 6 mois entre EDF et Chambord, et nous on était au milieu pour assister au comité de pilotage, mais ça s'est fait vraiment en bonne entente entre deux, avec un Chambord qui a dit voilà, moi pour préserver ma forêt j'ai besoin de faire ça, ça, ça et ça. Et donc évidemment la finance carbone permet de financer tout ça. Et puis un EDF qui a dit moi par rapport à ma stratégie, à tout ce que je suis en train de développer, dont parlait Catherine tout à l'heure, j'aimerais bien que vous avanciez aussi là-dessus. Donc voilà, donc il y a eu un compromis qui a été trouvé très facilement et très vite. Et cette finance carbone permet non seulement de financer la conservation des 811 hectares sur 30 ans évidemment, mais en plus de réinvestir une partie de cet argent assez importante dans des actions qui sont prises d'ores et déjà pour la biodiversité et pour l'eau. Donc laisser plus de bois mort en forêt, ça coûte pas très cher, il suffit de le laisser. Aménager les étangs, les cours d'eau, tout ce qui est hydraulique, tu en as très bien parlé, et donc ça évidemment ça va être fait, Cécilie. Et puis il y a beaucoup d'autres actions qui vont être prises pour les inventaires d'espèces, mieux suivre toutes les espèces qui sont absolument incroyables sur Chambord, mieux les préserver, adapter la forêt à ces espèces aussi. Bref, tout est lié entre la forêt, la gestion forestière, la biodiversité et l'eau. Et tout ça va être financé grâce à la vente de ces crédits carbone. Parce que nous, c'est pas Cédric le faucon, c'est Lulu le balbu, dont on s'occupe. Le balbuzard pêcheur. On a des caméras dans les nids de balbuzard pêcheurs pour les observer. Il n'est pas tombé, Lulu. Les deux ont été mangés par des corneilles cette année. Ah mince. Bon, nous n'aurons pas les enfants de Lulu. Merci à tous les trois. J'espère qu'on a pu voir au travers de cette étude de cas que 3 acteurs qu'on pourrait croire un peu éloignés au départ, en fait, arrivent à réunir leur expertise pour proposer des solutions innovantes, que ce soit économiquement viable, que ce soit environnementalement intelligent. On peut espérer que ce modèle saura en inspirer d'autres. Il nous reste 10 minutes. La parole est à vous. Si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y. Alors je crois qu'il faut que vous alliez au micro, parce que le monsieur qui est dans la cabine là-bas, qui est très sympathique, m'a dit j'enregistre tout, donc il faut causer dans les micros. Merci, c'était passionnant. Si c'est pas trop technique, est-ce que vous pouvez expliquer la biodiversité? Vous avez dit vous regardez les actions et ça a un impact sur les crédits carbone. Mais oui. De quelle façon? C'est un coefficient multiplicateur? C'est tant d'actions, un crédit? Non, alors c'est très simple, pardon, je voulais aller vite et pas vous embêter avec trop de détails, mais
Donc on a géré donc 18 000 tonnes de CO2 équivalent à Chambord sur 5 ans. Et quand vous regardez le prix de la tonne à peu près sur le marché aujourd'hui, alors il faut comparer des choux avec des choux, ce qui n'est pas toujours simple, puisque nous on fait de la préservation, on ne fait pas de la plantation, donc voilà. Mais bon, grosso modo, un crédit carbone sur le marché français aujourd'hui de bonne qualité, hein, donc de haute intégrité, transparent, dont on est sûr, dont on peut vérifier évidemment l'impact, etc. C'est aux alentours, on va dire, des 35-40 €, quelque chose comme ça. Voilà. La note biodiversité que donc, nous, à la Belle Forêt, on indique sur l'intégralité du peuplement, enfin de la forêt, du massif forestier, elle impacte le prix. Donc on considère que si on a une note qui, on va dire, est à 0,5 sur 3, une évaluation, on va dire qu'on est à peu près au prix du marché, on va dire 35 € la tonne. Et plus la note monte, plus on monte le prix du crédit carbone. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord parce qu'on aimerait récompenser, je vous assure que dans le milieu de la forêt, je connais quelqu'un qui est tout à fait d'accord avec moi, j'en suis sûr, parce qu'on en a parlé 10 fois, les bons élèves sont très rarement récompensés. C'est souvent les mauvais élèves qui sont aidés par des subventions et des machins et des trucs, mais ceux qui gèrent très bien leur forêt pour la biodiversité sont assez rarement récompensés, et ils ont besoin d'aide pour continuer. Et puis on fait ça surtout puisqu'on intègre dans la Belle Forêt, je vous l'ai dit, on a à peu près 45 000 hectares maintenant, des forêts qui sont plus ou moins bien gérées, peu importe, mais il y a des propriétaires forestiers qui prennent conscience qu'il faut vraiment qu'ils agissent maintenant pour la biodiversité et pour l'eau dans leur forêt, et que ce n'est pas juste du bois et de la chasse, qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et ces propriétaires qui n'ont pas pris en compte les sujets de biodiversité dans le passé, avec ce système de notation, en réalité, on les motive énormément, puisque nous, on repasse sur les forêts tous les 5 ans, pendant la période, et tous les 5 ans, on réévalue complètement tout ce que fait le propriétaire. Donc par contrat, il ne peut pas baisser sa note, il ne peut pas dégrader sa note, ça c'est contractuel, il ne peut que l'augmenter, et il a tout intérêt à l'augmenter, puisque nous, on va essayer de mieux valoriser ses crédits carbone s'il augmente sa note. Donc on a inventé ce système assez vertueux, je crois, qui incite les propriétaires forestiers à faire plus d'efforts pour la biodiversité et pour l'eau. Et donc nous, ça nous convient, et ça convient à des gens comme EDF, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que via cette note de biodiversité, on va mieux valoriser ces crédits carbone dans les années qui viennent. Donc voilà, le lien, il est évident. On dit d'ailleurs entre nous souvent que finalement, le critère de qualité du carbone, c'est la biodiversité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, juste au risque d'enfoncer une porte ouverte, effectivement, on est très heureux de pouvoir intégrer la notion de biodiversité au-delà du carbone, qui a trop longtemps été le seul indicateur d'efficacité des travaux en forêt. Et on ne peut pas tant en vouloir aux propriétaires forestiers qui s'est retrouvé dans ce système-là que par une logique comptable qui était imposée quand même à l'échelle mondiale. Donc bienvenue effectivement aux critères biodiversité aux côtés des critères carbone pour une gestion qui soit cohérente et la plus durable de la forêt. Donc merci pour l'initiative. Merci. Merci beaucoup parce que c'est un pari qu'il faut qu'on fasse ensemble. Parce que le carbone, c'est facile à mesurer. C'est comme en dérèglement climatique, tout le monde vous parle de la température. Le premier truc qui va nous péter à la figure, c'est l'eau. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. La biodiversité, c'est beaucoup plus difficile parce qu'elle est dynamique. Nous, on a énormément de travaux. Je vous épargne, parce que je ne vais pas faire la pub d'EDF, mais on a énormément de travaux. Et un des sujets qui nous a beaucoup interpellés, et c'est la raison pour laquelle on essaye de trouver des solutions simples pour aller vite et faire des choses, c'est par exemple le fait des espèces sentinelles. Nous, on s'est rendu compte que la biodiversité évoluait très très vite, les espèces ne sont pas stupides, hein, il fait chaud au sud, elles remontent vers le nord, et du coup, quand on fait un inventaire une année N, et qu'on fait un inventaire une année N+5, si on est cohérent, on va se dire, oh là là, vous n'avez pas respecté vos engagements en matière de compensation. L'espèce Tartichmule, elle a disparu. Oui, mais elle n'a pas disparu à cause de nous, elle a disparu à cause du climat. Donc on rentre dans des débats absolument... académique et tout ce qu'on veut, mais passablement stupide, au sens où effectivement on sent bien qu'il y a des espèces qui vont disparaître, il y a d'autres espèces qui arrivent, et puis mais cette dynamique, il faut qu'on la suive. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on continue à travailler sur les mesures, tout ce qu'on peut imaginer, mais on sent bien qu'il n'y a aucune mesure facile, alors que le carbone, finalement, c'est assez facile. Donc il faut qu'on trouve des trucs, et parce que nous, on est convaincus que sans biodiversité, on s'en sortira pas. Et encore, on n'a pas intégré la biodiversité des sols, qui nous intéresse particulièrement, parce que là, c'est encore plus compliqué. Mais pourtant, c'est fondamental. Et on va essayer, sur les terrains agricoles qu'on possède et qui sont confiés aux agriculteurs, d'embarquer tout le monde dans une conversion agroécologique sur la logique du carbone dans les sols. C'est pas gagné, mais en tout cas, on va essayer. Et il faut qu'on bâtisse ensemble des systèmes qui soient auditables et qui soient simples, pour aller vite.
Alors bonjour, je suis Pascaline Allais, je suis en reconversion dans la RSE et j'ai un passé de conseiller agricole. Donc merci de parler du carbone des sols parce que c'était ma question. Comment est-ce que dans une forêt, on se préoccupe du carbone dans les sols, à part on laisse du bois mort du coup et il retourne dans le sol. En fait, je connais pas grand-chose aux forêts, si ce n'est que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps cette forêt qui a été qualifiée de synthropique avec toutes les techniques de la synthropie, où en fait on agrade le vivant, c'est plus on cultive et puis plus on coupe et plus ça pousse et plus ça enrichit le sol. Bon, au Brésil, ça arrive tout juste ici. Alors Voilà. le carbone dans les sols, vous imaginez bien qu'à la belle forêt, dès le départ, on y a pensé, puisque les forêts jouent aussi un rôle majeur pour le carbone dans les sols via le couvert continu, etc. etc. Malheureusement, c'est très difficile à mesurer. Et donc on a travaillé là-dessus beaucoup en R&D. On a un comité scientifique à la belle forêt qui nous a vivement déconseillé d'aller là-dessus. Et comme la belle forêt, depuis le début, on veut vraiment générer, développer et générer des crédits carbone de très haute qualité, de très haute intégrité, de très haute transparence, on ne peut pas se satisfaire d'une mesure qui est un peu aléatoire. Et notre comité scientifique, dont un certain Luc Abadi, que vous connaissez peut-être, qui est un grand spécialiste de tout ça, nous a dit « N'allez pas sur le carbone dans les sols, vous n'arriverez pas à le mesurer de façon très fiable, donc vous n'arriverez pas à le faire vérifier par des gens comme EcoCert ou d'autres, donc vous n'arriverez pas à le faire certifier, donc vous ne lui donnerez aucune valeur. » Voilà. On a vérifié avec un autre comité scientifique qui a épluché notre méthodologie bien comme il faut, qui nous a dit la même chose. Et puis après, on a interrogé pas mal on va dire une communauté scientifique qui nous a dit la même chose. Donc le carbone dans les sols forestiers, c'est très important. On sait qu'il y en a beaucoup. On sait que la forêt joue un rôle énorme. On sait que ça pourrait être un nouveau vecteur de valorisation pour la forêt, pour l'adapter au changement climatique, et que là, on a un nouveau levier qu'on pourra faire agir dans les années qui viennent. Mais aujourd'hui, la mesure n'est pas suffisamment fiable entre le scénario de référence et le scénario projet pour qu'on puisse valoriser ce carbone dans les sols sans prendre un risque d'aller justement sur des choses pas très fiables et donc de remettre une pièce dans la machine, du carbone qui n'est pas sûr, etc., etc. Donc voilà, donc pour l'instant, on n'y va pas. Oui, du coup, j'ai une petite question complémentaire. Est-ce que vous êtes en relation avec l'initiative 4 pour 1000 ? Pas que je sache. Et je me tourne vers mon associé, expert forestier, ingénieur, et tout ça, parce que là je fais le malin sur les méthodologies, mais c'est lui. Il me dit non, donc non. On a 3 minutes. S'il y a une dernière question, c'est maintenant. Oui. Je voulais parler d'autre chose. Bonjour, merci pour cette présentation. Et pour le lien entre ONG, ONG ou entreprise, du coup. Entreprise, voilà. Entreprise tout à fait assumée. Ouais. entreprise et secteur public. Donc les alliances parties public-privé, j'y ai toujours cru, ça fait 20 ans que je travaille là-dedans. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que vous êtes en train de développer un nouveau modèle économique grâce au crédit carbone pour finalement rémunérer aussi les propriétaires terriens, de ce que je comprends, parce que c'était plus ou moins ou pas. Comment ça se passe par rapport, parce qu'eux, ils ont perdu une certaine partie de leur rémunération peut-être, parce qu'ils ne peuvent plus revendre, plus exploiter cette forêt sur 800 hectares. Donc j'aurais voulu savoir comment fonctionne ce mécanisme pour qu'il y ait une acceptation aussi par rapport à un modèle économique qui peut évoluer, où il y a effectivement la valorisation par l'évaluation régulière que vous allez faire, qui va faire que s'ils ont des actions, ils pourront peut-être avoir des retombées intéressantes, mais comment ça se passe en fait ? Alors à Chambord, on parle d'un établissement public qui comprend le château et 5440 hectares. Tout est propriété de l'État. Il n'y a pas de propriété. En l'occurrence, la forêt, c'est un sujet un peu complexe, mais en l'occurrence, il n'y a pas de propriétaires privés qui entretiennent la forêt. Il s'agit d'une gestion tout à fait globalisée. C'est la domanialité publique globale qui s'applique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais en interne, quand même, il s'agit d'effectivement réorienter des revenus qui arrivaient par la coupe de bois et qui vont arriver par d'autres biais. Mais il ne s'agit pas de perte. Après, sur les propriétaires privés, c'est différent. Oui, un propriétaire forestier privé, il a 2 sources de revenus. La vente du bois et l'allocation de la chasse. Voilà, c'est tout. Donc, quand il vend moins de bois et qu'il voit sa forêt dépérir, il faut qu'il investisse dans sa forêt pour l'adapter au changement climatique, avec tout un tas d'actions qu'il peut mettre en place, mais il n'a plus les moyens d'investir puisque le bois dépérit un peu et puis il n'a que ça comme ressource, donc il n'y en a pas d'autre. Et tout le modèle qu'on a développé consiste à dire, mais finalement la forêt elle est entre les mains
3 choses qui ont beaucoup de valeur sur le marché aujourd'hui, le carbone, la biodiversité et l'eau. Vous savez que c'est le premier puits de carbone terrestre, c'est le premier réservoir de biodiversité terrestre. Et sur l'eau, comme l'a dit Catherine, ça joue un rôle absolument majeur. Et donc nous, on s'est dit à la Belle Forêt, comment est-ce qu'on fait pour valoriser ça, pour donner une nouvelle ressource financière aux propriétaires forestiers privés, afin qu'ils réinvestissent cet argent dans l'adaptation de sa forêt face au changement climatique. Voilà le système. Et nous, c'est assez simple. Hein. Nous, on a une facture. Et on a payé une facture en un temps record. C'est vrai. Et donc, oui, quand même. Voilà, on a payé. Et lui, là, ils nous garantissent qu'ils ne nous ont pas vendu n'importe quoi. Alors, c'est un peu plus facile parce que c'est Chambord, mais voilà. Et on est garanti sur 30 ans. Voilà. Et donc, en face de l'argent qu'on a mis, on a un actif. On n'est pas seul à garantir. Hein. Il y a Ecocert, il y a Veritas, mais il y a les comités scientifiques. Voilà. Mais moi, si ça ne va pas, c'est toi que j'engueule. Donc, voilà, non, c'est plus facile. Voilà. Mais on a... Non, enfin, j'achète. Hein. C'est nous qui créons de la valeur. Nous, on crée de la valeur pour le propriétaire. Moi, j'achète. Hein. On crée de la valeur pour le propriétaire forestier, puisqu'un crédit carbone, c'est un actif. Hein, c'est un actif qu'on met au bilan. Et on crée de la valeur pour les grandes entreprises qui achètent cet actif et donc qui financent l'adaptation de la forêt face au changement climatique. Donc, on est des créateurs de valeur. De temps en temps, on se satisfait un peu comme ça en disant « ouais, c'est quand même pas mal, on est des créateurs de valeur ». Oui, vous dites que la forêt ne va pas bien à Chambord. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez? Et du coup, quelles sont les actions que vous allez faire et qui vont potentiellement être financées Je crois que j'en ai dit un petit peu sur de la plantation expérimentale, nouvelles variétés, etc. Par exemple, hein, c'est un des exemples. Mais sur le détail, vous voulez dire du dépérissement, c'est la même chose qu'ailleurs en France. On est à 40% de dépérissement sur des espèces emblématiques comme le pin sylvestre, le chêne Cécile, des arbres qui tombent, des arbres qui sont fragilisés, donc qui sont très abîmés. Donc la forêt, effectivement, n'est pas dans le même état qu'il y a 20 ans à Chambord. Et il y a une accélération de ce dépérissement forestier qui est moins fort qu'ailleurs, mais qui existe quand même et qui est quand même très préoccupant. Et donc les actions sont multiples. Hein. Effectivement, le fait de laisser du bois mort, c'est une chose, mais le fait de planter, je pense que le pin sylvestre à Chambord, c'est terminé. Clairement, il faut se le dire. Hein, la forêt de Sologne va totalement se transformer dans les 10 prochaines années. Donc aujourd'hui, on essaie d'être un tout petit peu en avance de phase avec de l'expérimentation en plantation de nouvelles variétés plus résistantes. Mais après, je ne suis pas forestière, donc je ne peux pas aller tellement plus loin mais c'est vraiment très expérimental, mais en se disant qu'on va essayer d'être un tout petit peu en avance sur ce sujet. Et la forêt va changer. On ne peut pas lutter. Enfin, en l'occurrence, il ne s'agit pas, comme vous le savez bien, d'arrêter l'effet du dérèglement climatique avec une baguette magique, même si Catherine, comme vous l'avez vu, a l'air un peu d'une magicienne, mais c'est quand même pas gagné. Toutes les forêts ne sont pas en train de dépérir. Il y en a beaucoup qui vont pas bien. C'est très lié à la pluviométrie et à la chaleur, bien sûr. C'est très lié aussi aux essences, enfin, le bois qui est en forêt. Et c'est lié à la qualité des sols, dont on ne parle jamais. Mais évidemment, un sol sableux, comme il y en a à Chambord, ça garde beaucoup moins l'eau qu'un sol qui n'est pas sableux. Et donc, quand vous avez à peu près la même pluviométrie sur l'année, mais au lieu de tomber en 120 jours, elle tombe en 10 jours, ben, on comprend bien que les arbres, ils n'y arrivent plus, quoi, tout simplement. Donc, ils ont leur défense immunitaire qui se réduisent, comme vous, comme moi. Si on arrête de boire, ça ne va pas aller bien. Donc il y a tout un tas d'insectes et de maladies qui les attaquent pour certains, et puis il y en a d'autres qui sèchent sur pied parce qu'ils n'y arrivent plus. Voilà. Donc il y a des endroits en France où ça va bien, il y a peut-être moins d'eau, mais c'est des essences qui sont moins sensibles, où les sols sont plus riches, enfin, voilà, c'est toute une composition qui est assez complexe, et il y a plein d'endroits en France où ça va pas bien, et les forêts qui vont bien, on sait que dans les 30 ans qui vont venir, de toute façon, elles vont se faire bousculer par le changement climatique, quoi qu'il arrive. Il y a une dernière question. Allez-y. Très bien. Alors avant la chasse, côté entreprise, de ce que j'entends par rapport à ce nouveau modèle vertueux d'investissement quelque part dans les forêts, de soutien, de valorisation de ces forêts, vous avez besoin que tout soit certifié, auditable. Pourtant, tout ne l'est pas aujourd'hui, donc c'est un peu la construction. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut avoir des nouvelles certifications pour que ça puisse rentrer dans le bilan RSE de façon à ce que l'entreprise puisse financer l'action. Est-ce que ça va aller assez vite pour sortir justement uniquement du carbone que vous valorisez aussi avec la biodiversité, mais est-ce que l'entreprise, d'après vous, va suivre aussi là-dessus et prendre un peu plus de risques vis-à-vis de ce genre d'investissement? Soit elle considère qu'elle veut durer. Nous, on est particulier, on est une entreprise de temps long. Voilà, et une entreprise de service public.
Donc, on a donc nous, notre métier, c'est de se débrouiller pour que vous ayez l'électricité décarbonée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Ça, c'est mon job. Et comme le dérèglement climatique arrive, je dis qu'il va quand même falloir qu'on se débrouille. Pour ça, il me faut de l'eau et il me faut de la biodiversité en bon état parce que j'ai besoin d'avoir de l'eau. Donc le raisonnement pour nous est assez basique et à partir de là, tout ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne et que ça dure, il faut le faire. Alors peut-être que les gens qui ont une approche différente de nous seront différents, mais en tout cas, quand on se pose la question de la durabilité du temps long, en plus on est une entreprise patrimoniale, voilà. Mais j'ai rencontré les gens de Bell avant-hier. Ils ont des logiques sur les tourbières du Jura qui sont très très proches des nôtres. Je dois dire une chose quand même, c'est que nous, à Chambord, la première fois qu'on a parlé de cette idée, il y a beaucoup de gens qui nous regardaient avec des yeux ronds en disant, quand même, à Chambord, carbone, bah, ok, sur l'idée, mais enfin, il y avait quand même une adhésion qui n'était pas totale, on va le dire, clairement. Et quand on s'appuie, quand Mathieu et Philippe sont allés rencontrer Catherine, que je ne connaissais pas encore, qu'on nous a dit EDF s'intéresse, pour nous, c'est une sorte de gage, de garantie aussi de qualité. Et évidemment, ça rassure aussi l'ensemble. Donc c'est aussi l'intérêt de Chambord, quand on est un domaine d'État comme ça, c'est de se dire, si EDF a fait confiance à une démarche comme la nôtre, ça peut aussi donner... Il y a une vocation à essaimer ailleurs en se disant, voilà, nous, on est aussi l'État, hein, on essaie parfois d'expérimenter pour donner le bon exemple quand on n'y arrive pas toujours, mais quand on y arrive. Et le fait d'avoir le soutien d'EDF, c'est aussi un énorme appui en termes pour rassurer, et c'est aussi une garantie en soi. Mais ça marche dans les deux sens. Hein. Nous, le fait de faire Chambord et de s'intéresser à la forêt, ça permet aussi de mobiliser les gens chez nous. Parce qu'une fois qu'ils ont fait la fresque du climat... Ah ouais. D'accord. Et quand ils font celle des 2 tonnes... Ah ouais, d'accord. Et qu'ils font celle de la biodive, là, on a perdu tout le monde. Quand on leur dit on va y aller, on va s'investir sur les forêts, on va s'investir sur la forêt de Chambord et après on veut aller plus loin parce que là les gens nous disent ok, ça nous parle. Mais voilà, j'ai absolument rien contre les fresques, mais attention à l'effet boomerang et autres où on se dit bon alors dans ce cas-là. Mais moi dans mes équipes j'ai des gens qui prennent plus l'avion à cause de ça en disant écoute non on va pas prendre l'avion donc maintenant ils me demandent des congés supplémentaires pour prendre le train. Là, je les vois arriver aussi. Voilà. Non mais ah ouais, on change de monde, hein. Il dit ok, j'avais envie d'aller à Barcelone, tu viens de me faire chier avec ton histoire avec EasyJet, si je prends le train. Bon voilà. Okay. Non mais c'est intéressant parce que du coup le mode échange, mais pas que mes juniors. J'ai aussi des plus anciens, des plus chenus, comme je dis, comme les chênes, qui commencent à se poser des questions. Parce que ça parle et c'est fondamental. Sinon on n'arrivera pas à emmener tout le monde. Et il faut qu'on emmène tout le monde. Le discours de la CSRD, c'est passionnant, mais c'est chiant comme la pluie. La pluie, c'est pas chiant. Alors la CSRD, les jours de très grosse pluie. Voilà.